très actuellement, mais vraiment très actuellement, il est le 30 décembre à l'heure où je tourne cette vidéo. J'espère juste que cette vidéo-là, vraiment cette vidéo-là, va sortir d'ici la fin de l'année. D'ici les 2 prochains jours, quoi, si vous voulez. Mais j'espère vraiment, parce que là, je pourrais pas sortir autrement sinon. Bonsoir, bonjour, tout le monde, c'est Satire, et au monde, c'est Satire. Ça s'appelle du cash. Aïe, Ah, il y a un problème là. Oui, c'est vrai, j'en rajoute comme quoi, ouais, je suis pas content parce que je voulais ci, ça, machin, nanana. Pourquoi tu es con? Je te pose la question. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire, et aujourd'hui vous l'avez attendu depuis très longtemps, surtout moi je l'ai vraiment très attendu, le flop des films de l'année 2024. Ça fait depuis un moment que je rêve de me défouler sur certains films et devoir penser du mal et de la déception en vidéo, parce que bon, le penser sur l'onglet communauté c'est sympa, mais c'est très peu divertissant comparé à ce que la vidéo peut nous servir de manière générale. Le contexte à laquelle je tourne cette vidéo est extrêmement spécial. Je vais vous expliquer très exactement pourquoi. Faut savoir qu'en cette période de Noël, je devais sortir 4 vidéos. Ouais, vous m'avez bien entendu, 4, à savoir les top et flop que vous êtes en train de voir, hein, avec le supplément flop série et top série, hein, qui est compilé en une seule vidéo, hein, que vous pouvez aller voir d'ailleurs si vous voulez. Mais je devais aussi sortir une vidéo spécialisée sur les animés qui expliquaient la période à laquelle on vivait. Je l'avais prévu depuis très longtemps, je l'ai même écrit et préparé pendant les 3 semaines qui ont suivi, sauf que elle a mis beaucoup plus de temps que prévu à être enfin diffusée. Or là normalement, à l'heure où je vous parle, elle est en cours de diffusion sur YouTube, hein, et j'espère qu'elle sera mise en ligne sur YouTube en attendant, mais là, c'est pas le moment. J'ai tellement fait les vidéos sur la précipitation, du coup, avec le temps que ça m'a pris sur mes vidéos, que du coup, eh ben, je suis même pas sûr de sortir mes vidéos à temps. En tout cas, mon top et flop avant la fin de cette année, en tout cas. Hein. Ça, c'est juste que j'espère. En fait, je fais ces vidéos-là dans un si court laps de temps que, bah, dites-vous que là, à l'heure actuelle où je vous parle, je n'ai toujours pas fini mon top de l'année. J'ai la liste là sous mes yeux, mais dites-vous que là, le top de l'année est toujours pas terminé, il est toujours pas complet. Alors que moi, ma liste des flops de l'année, lui, il est déjà au complet, et depuis un certain bout de temps. Mais ça, c'est parce que je savais plus ou moins à l'avance ce que j'allais mettre, ce que j'allais pas mettre, etc. Là, avec le top de l'année, c'est tellement serré qu'il me reste encore un film à voir avant de pouvoir l'insérer dans le top de l'année, mais sur quelle position? Ouais, c'est serré à ce point-là, les gars. Dites-vous que je suis même dans des circonstances où je ne sais même pas ce que je vais faire le 31 décembre du soir. Parce que ouais, là-bas je devais avoir une soirée, mais non, je sais pas. Donc si vous avez des soirées de nouvel an à fêter, franchement les gars, n'hésitez pas à m'inviter, je suis serviable. Et du coup, dites-vous que par la même occasion, cette vidéo, elle va aller très vite. C'est-à-dire, on va passer vite vers le début de la liste, et après, bon, on parlera plus en détail de certains films qui ont beaucoup trop de choses à dire sur eux-mêmes, au point qu'il faudrait que je fasse une vidéo rien que pour eux, respectivement parlant. Donc c'est pour ça, je vais être suffisamment court et concis. Déjà parce que ça me fait du montage en moins, et surtout aussi parce que bah, j'ai envie aussi de sortir mes vidéos dans les temps avant que les deadlines se terminent. C'est aussi simple que ça, les gars. Donc, à ce stade, je pense que vous connaissez les règles des top et flop. Hein. Je pense qu'au bout d'un moment, pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain moment, je pense que vous devriez les connaître. Mais si vous êtes nouveau, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Et aussi, bah, de me suivre sur les réseaux sociaux par la même occasion, sachant que nous approchons des 300 abonnés sur cette chaîne. Donc, si vraiment vous avez envie de m'aider à contribuer à cette chaîne, eh bah, abonnez-vous-y avant la fin de l'année, que j'atteigne les 300 abonnés. Franchement, personnellement, ça me ferait extrêmement plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, les gars, c'est ça qu'on demande. Pour les règles, bon, je vais les préciser quand même au cas où pour les nouveaux. Faut savoir qu'il y aura 10 places. On va commencer par celui qui nous a le moins déçu, et on va descendre au fin fond du méandre pour se rendre compte de à quel point cette année 2024 est plus la merde. Ouais, et il y aura aussi le top de l'année, hein, histoire de prouver le contraire aussi, comme ça moi je suis suffisamment contradictoire avec moi-même. Et je tiens aussi à rappeler que c'est un top subjectif. Je ne maintiens pas la vérité absolue et la subjectivité totale de l'art objectif qui fait que je possède le pouvoir absolu de dire que ce que je dis est vrai. Au contraire, si vous avez envie de mettre votre propre top ou votre propre flop, vous avez les commentaires pour ça juste en dessous. Enfin, juste le flop des films de l'année, hein, du coup, forcément. Sinon, à part ça, comme d'habitude, on parle toujours des films qui sortent en 2024, à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2024, même si on n'aura pas vu tous les films au monde, hein, ça c'est sûr. Hein. Par exemple, je n'ai pas vu Kraven, je n'ai même pas vu Venom 3, hein, pour ceux qui se demandent. Et bien sûr, je n'ai pas vu Substance aussi. Mais en même temps, qu'est-ce que Substance irait foutre dans un flop? Je n'ai même pas vu Mufasa le Roi Lion. Mais en même temps, déjà, le postulat de départ, c'est pourquoi est-ce que tu voudrais faire un film sur Mufasa? Concrètement. Mais bref, on commence. Sur ce, c'est parti.
commence très fort avec un film que j'attendais un petit peu, mais pas trop non plus, mais j'étais quand même curieux de vouloir aller le voir, Moi Moche et Méchant 4. Et autant vous dire que moi, je suis plutôt client de ce que font Illumination et même de la saga Moi Moche et Méchant en général. J'ai aimé le premier opus, hein, c'est quasiment mon opus préféré. Le spin-off sur les mignons était très sympa aussi. En fait, pour moi, Moi Moche et Méchant, c'est une saga qui est quasiment linéaire et quasiment dans la moyenne dans les sagas d'animation. À savoir, une saga d'animation pas mal, qui se regarde, qui est divertissant, sympa quand tu veux prendre ton goûter à la télévision. Voilà, c'est un bon film de samedi après-midi, sans prise de tête, en se détendant. Mais forcément, comme toutes les sagas qui s'adressent aux gosses, on est obligé de faire avancer cette saga, à savoir la faire grandir par la suite, faire grandir en même temps son spectateur via la saga qu'elle regarde. Et malheureusement, ce n'est pas le cas de ce Moi Moche et Méchant 4. En effet, il a été annoncé que Moi Moche et Méchant adoptera exactement le même système de croissance que les Simpsons ou Pokémon. C'est-à-dire que nos héros ne grandiront jamais, ils ne verront jamais le temps passer. C'est-à-dire que Madith, Ego et Agnès seront toujours des enfants à cet âge précis. Gru et Lucie auront toujours ce petit bébé qui aura exactement le même âge qu'aujourd'hui. Et je pense qu'à ce stade, vous m'avez parfaitement compris. En vrai, je suis un peu déçu de ce film, mais en même temps, pas trop non plus. Déjà parce que, bon, on nous annonçait ça à l'avance, donc c'est bien de nous prévenir à l'avance que nos héros ne grandiront jamais. Mais quelque part, moi, ça m'attriste, parce que déjà, j'ai regardé cette saga pour la première fois en étant un jeune enfant. Donc du coup, me dire que moi, je grandis et pas eux, ça, tu vois, ça me déprime. Parce que je les aimais bien, ces personnages. Et j'avais envie de grandir avec eux, voir comment est-ce qu'ils ont évolué, etc. etc. D'autant plus que ça, c'est vraiment du foutage de gueule absolu. Parce que, on a vu Margot qui avait un téléphone portable dans Moi Moche et Méchant 2, sachant qu'elle était passée du stade, jeune enfant qui passe à l'adolescence, à une jeune adolescente qui a déjà son téléphone portable à son âge. Bref, ça montrait que Margot grandissait avec le temps. Et ça, c'est ce qui me plaisait aussi dans Moi Moche et Méchant 2. Mais ils ont préféré lui enlever ça parce qu'ils se sont sûrement dit que ça rappelait trop la génération d'aujourd'hui, la génération de maintenant, etc., etc. Et ça, tu vois, moi, je peux pas accepter ça. Surtout que maintenir tes personnages tout le long au même âge, tandis que tes spectateurs grandissent, ça, tu vois, c'est quasiment la mort de la narration de manière générale. Parce que en ne faisant pas grandir tes personnages, tu t'affranchis de absolument tout. Parce que t'as plus le moyen de faire grandir tes personnages, du coup t'as plus moyen de leur proposer des arcs intéressants, t'as plus moyen de les faire évoluer parce que t'es obligé de les laisser dans le même stade, et du coup par conséquent faire répéter un statu quo qui va s'éterniser avec le temps, et puis surtout, si on sait que nos personnages seront les mêmes avec le temps, pourquoi est-ce qu'on les suit? Parce que ouais, j'ai pas parlé du film en particulier, mais sur le film, il n'y a pas grand chose à dire. L'histoire, elle est exactement la même que tout le reste de la saga, à savoir Gru et compagnie qui vivent une situation, sauf qu'il y a un méchant qui leur veut du mal, du coup nos héros vont être obligés de se bouger, d'aller quelque part et tout ça, nanana. Et résultat des courses, ils vont devoir affronter le méchant à la fin, le méchant caricatural qui aime faire des danses ou musique de je sais pas quoi. Et après, ça va être la fin où tout le monde il est heureux, tout le monde il est content, blablabla, bla, 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 niquez-vous, au revoir, merci d'être su. Bref, je vais pas m'attarder sur ce film parce que j'ai quasiment rien à dire dessus. J'ai absolument tout dit là. Du coup, on passe au suivant. J'aurais aussi pu complimenter l'animation, c'est vrai. En termes d'animation, Illumination a progressé. Mais bon, on avait déjà constaté ça dans Mario Bros. Donc à ce stade, c'est même pas choquant de se dire que Illumination a fait des progrès niveau animation. Stand back. I'm gonna kick my butt. Encore un autre quatrième opus d'une saga d'animation très appréciée par les fans et qui a eu beaucoup d'univers étendu lui aussi, à savoir Kung Fu Panda. Et oui, ce film-là, lui c'est quasiment tout l'inverse de Moi Moche et Méchant, à savoir une saga avec une forte notoriété très appréciée par le public, même encore aujourd'hui, avec sûrement l'une des meilleures trilogies d'animation qui nous a été donnée de voir, aux côtés de Dragon qui lui aussi est produit par DreamWorks. Le hasard fait bien les choses, et en plus, ils sont sous la même société, à savoir Universal, évidemment. Là où Moi Moche et Méchant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, de toute façon, au vu de la direction que prend la saga, et surtout la qualité linéaire qu'ils avaient, à savoir une qualité, moyenne, qui se regarde un samedi matin, Kung Fu Panda 4, lui, c'est complètement différent. Kung Fu Panda, c'est une saga... une très grande saga de l'animation américaine en tout cas. C'est une saga qui a versé une grande partie de ma génération en tout cas, et surtout qui a toujours une aussi forte notoriété aujourd'hui et qui est encore acclamée par la critique. Donc non, rater un film Kung Fu Panda, c'était
bah limite le truc qu'il y avait à ne pas faire. Et pourtant, ils ont quand même réussi à le faire. Bon, déjà, tu me dises que Poe a un disciple lapine, bon, pourquoi pas, ça pourrait quand même aider à la narration. Mais si c'est tout ce que t'es capable de nous proposer derrière, eh ben je suis désolé de dire ça à Robeux, mais ça ne fera pas dire que ton film est quand même bon. Parce qu'au contraire, ton film à ce stade-là sera soit moyen, soit juste nul en fait. Parce que la petite lapine, elle est inintéressante au possible. Je ne me suis pas intéressé à elle, ne serait-ce qu'une seule petite seconde, hein, tellement elle est insipide, inintéressante et surtout n'a pas grand chose à proposer, si ce n'est peut-être une histoire avec sa famille dans les tréfonds, je sais pas quoi. Enfin, la méchante principale avait de quoi avoir du charisme. Mais bon, quand tu vois que en fait c'est un prétexte juste pour recycler les anciens méchants de Kung Fu Panda, bah désolé de vous dire ça les gars, mais c'est non. Capitaliser sur la nostalgie, c'est ce que fait Hollywood depuis des années. Mais là en 2024 j'en peux plus, même en 2025 j'en pourrais plus à ce stade. Donc arrêtez d'exploiter de la nostalgie comme ça, je commence à être fatigué de ces conneries. Surtout que c'est même pas cohérent avec l'histoire, je veux dire, Tai Lung il va jusqu'à serrer le point de Poe à la fin du film. Mais frère, Tai Lung, il a détesté Poe toute sa vie en fait, il s'est même moqué de lui la première fois qu'ils se sont rencontrés. Comment c'est possible que les gars, ils se rencontrent et se serrent la main comme ça sans raison? Je veux bien que le film il se termine comme ça, mais si tu le mets comme ça comme un cheveu sur la soupe, bah ce sera un cheveu sur la soupe en fait. Ensuite, bon, il y a des gens qui se sont plaints parce que les 5 cyclones ne sont pas dans le film, bah pour la simple et bonne raison que... bah, les acteurs n'avaient pas trop envie de revenir. Et puis surtout, bon, si tu devais payer encore plus de doubleurs pour pouvoir faire ton film, bah ouais, ça équivaudrait à rendre ton film un peu plus cher qu'à la base. Sachant que, bah désolé de vous dire ça les gars, mais est-ce que ça aurait amélioré la qualité du film? Eh ben non. Parce que le film, il aurait sûrement été comme tel malgré tout. Surtout qu'en termes d'antagonistes, on a juste une femme lézard qui a envie du pouvoir. Alors que je sais pas, hein, dans les opus précédents, on avait des méchants principaux qui avaient un minimum de semblant d'histoire et de semblant surtout de vouloir être méchants. Surtout pour Shen, qui est le meilleur antagoniste de toute la trilogie, je veux rien savoir. Par contre, je trouve qu'il y a une qualité quand même qui est à noter et surtout qui a gardé pour moi, c'est... Vous vous rappelez de la scène post-générique du premier Kung Fu Panda où on voyait une petite pousse d'arbre pousser aux côtés du Shen qui a emporté Maître Oogway au paradis tout simplement. Et on avait vu justement une petite pousse d'arbre pousser juste à côté, montrant que une nouvelle génération est en train de se créer. Et ce qu'ils ont fait justement pour ce film là et surtout pour la scène post-générique, c'est qu'ils nous ont fait exactement la même chose. Déjà ils nous ont montré à côté la pousse d'arbre qui a poussé depuis le premier Kung Fu Panda, mais qu'à côté une autre pousse d'arbre était aussi en train de se former, montrant que Poe forme la nouvelle génération. Et ça tu vois, ça j'ai trouvé extrêmement stylé et j'ai même presque eu des émotions en voyant ça, parce que je me suis dit la saga à une époque elle ressemblait à ça, elle a tellement grandi et aujourd'hui on voit qu'une nouvelle pousse est en train de pousser juste à côté. Moi j'ai trouvé ça personnellement touchante et émotionnelle, hein, personnellement parlant, ça m'a fait quelque chose. Alors certes ça sauvera pas le film, mais à ce stade qu'est-ce qu'il y a à sauver dans ce film? Ouais pas grand chose hein. Millie Bobby Brown est une actrice que j'adore. Mais je l'adore les gars, si vous saviez à quel point je l'adorais. Des fois aussi c'est bien de pas savoir comment est-ce que je l'adore. Hein. Mais sachez que des fois, on peut adorer un acteur, mais quand tu le vois dans un mauvais film, je sais pas si t'as plus de la peine pour lui, ou si t'as plus de la peine pour le film dans lequel il a joué. Ou si c'est plus toi qui te fais de la peine tout seul parce que lui il kiffe ça. Moi c'est ce que j'ai ressenti avec Damsen forcément, à savoir en français... La Demoiselle et le Dragon, qui est pour moi juste un mauvais film de 2024, hein, tout simplement. Sachez que pour l'instant, tous les films dont on a parlé, j'ai déjà parlé en détail de ces films dans l'onglet communauté, hein, parce que j'avais pas du tout envie de faire des après-films dessus, parce que ça m'aurait pris trop de temps et surtout trop de montage, surtout au vu de toutes les vidéos que j'ai sorties cette année. Donc si vous voulez aller voir mes avis en profondeur sur les films que j'ai cités, allez-y, parce que soit j'ai fait des posts sur l'onglet communauté, ou soit vous allez dans mes vidéos, vous parcourez, vous tomberez sur mes appréciances et après-films au sujet de ces films. Autant le début du film, je l'ai trouvé très sympathique, très sympa, hein, on avait même une très bonne introduction vis-à-vis de nos personnages préférés, on avait même une très bonne histoire qui se construisait, mais après ça, quand on arrive à partir de l'élément déclencheur, à savoir le moment où la personnage de Millie Bobby Brown se marie,
Et bah c'est à ce moment-là que le film part en couille. Déjà, comme de par hasard, la meuf est capable de survivre à une chute de 30 mètres de haut tout au plus. Ensuite, comme de par hasard, elle tombe sur un dragon et elle arrive à s'en sortir vivante sans la moindre égratignure et presque sans le moindre problème. Ce qui fait que comme de par hasard, elle tombe sur des vieux vêtements de anciennes mariées qui se sont mariées ici, mais qui se sont vues donner en offrande au dragon, qui comme de par hasard arrive à s'en sortir et à trouver une grotte, mais etc. etc. Enfin bref, chaque moment dans le film, t'as l'impression que c'est fait par hasard et que comme de par hasard, ils arrivent à s'en sortir. Limite, on aurait pu appeler ça Damsel versus le hasard. Et je pense que ce serait elle qui gagnerait à ce stade. De toute façon, Netflix ne savent absolument pas écrire des scénarios en fait, tout simplement. À chaque fois que les gars ils mettent leurs pattes sur leur scénariste, ils leur disent tout le temps d'avoir des contraintes, tout le temps de mettre ci, mettre ça, et forcément ça compromet tous leurs produits finaux de film. Et ce qui fait que du coup ça me fait plutôt peur pour la saison 5 de Stranger Things, dont on parlera bien sûr l'année prochaine, parce qu'on n'y est pas encore. Bon, après bien sûr je vais pas revenir sur les gens qui ont critiqué le film comme quoi mais vas-y, y a pas de maquillage au Moyen-Âge, c'est quoi ces conneries? Comment vous dire ça simplement? Ah oui, c'est un univers fictif. Les scénaristes, ils peuvent en faire absolument tout ce qu'ils veulent. Donc arrêtez de les faire chier avec ça. Avec le réalisme, avec le fait que c'est pas cohérent avec le Moyen-Âge. Les gars, c'est un univers fictif qui se passe dans un monde fictif. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir si c'est pas fidèle à la réalité historique? Parce que c'est même pas dans notre historique à nous. Donc qu'est-ce que vous nous racontez? À ce stade, on peut juste dire que les dragons ça n'existe pas, ou alors que les maris sacrifiaient pas leurs femmes à la gueule de dragon, qui n'existe pas eux aussi d'ailleurs, je préfère rappeler. Mais bon, de toute façon, que ce film soit réaliste ou pas, ça n'aurait absolument rien sauvé, puisque de toute façon, dans ce film-là, il n'y avait pas grand-chose à sauver en fait. À savoir que les personnages principaux sont presque mal écrits tous pour la plupart, les méchants principaux... J'en parle même pas. Et puis même en termes d'histoire et de narration, ça vole pas haut. Et même niveau effets spéciaux, bon, c'est dans la moyenne de ce que les studios d'animation peuvent faire. Donc à ce stade, je ne vais même pas leur demander la lune, hein, ça sert à rien. En revanche, le chara-design du dragon, je l'ai trouvé sympa. Voilà, juste sympa. Le design du dragon, il est plutôt bien réussi et je l'aime bien. Juste... voilà, c'est tout ce que j'aime de lui, son chara-design. À part ça, bon, le fait que c'est un dragon, enfin, précisément une dragonne qui est au taquet code de se dire que peut-être que ce sont d'autres humains qui ont fait ça et pas, juste des simples humains normaux. Enfin, je sais pas, mais c'est... De toute façon, cette histoire de pattes, comme quoi, il faut que ce soit les maris qui sacrifient leur femme à un dragon, je sais pas quoi, c'est... Je trouve ça complètement con, c'est tellement con que je vois pas comment est-ce que je peux détailler ça, tellement c'est cousu de fil blanc, etc., etc. Mais bon, vas-y, de toute façon, ce film, on l'a aussi vite oublié que Bobby Brown a dû l'oublier, elle aussi, parce que ça me fait chier de me dire qu'elle joue dans ce genre de rôle. Donc c'est pour ça que moi, j'attends les prochains films dans lesquels elle va jouer, dans lesquels j'espère elle aura enfin autre chose à se mettre sous la dent que du Stranger Things, parce que je pense qu'au bout d'un moment, ce serait peut-être bien de changer d'air. Surtout que cette année, elle a fait un film bien pire que Damsel, ne vous inquiétez pas pour ça. You're showing off. Maybe a little. Bon et santé hein, à la mort du Marvel Spider-Man Universe. Ou le SS Universe. Ouais, ça rime avec SS, ouais, du coup c'est pas ouf. C'est chaud. Madame Web, qui est le film le plus détesté de cette année. Oui, carrément, le film le plus détesté de cette année, derrière Joker Folia 2. Mais bon, j'ai précisé exactement dans cette vidéo en quoi est-ce que vous avez tort de détester Joker 2. Allez voir cette vidéo, elle est gratuite, elle fait plaisir. Le film est tellement détesté que même son actrice principale l'a défoncé lors de la mise en marketing du film. Je vais vous expliquer très exactement pourquoi un peu plus tard. Mais disons que pour faire simple, Dakota Johnson, c'est un petit peu à l'image de Bobby Brown. C'est-à-dire, c'est une meuf qui a beaucoup de talent, mais qui a joué dans pas mal de boosts. Et contrairement à Bobby Brown, du coup, qui se plaît dans ces merdes qu'elle joue, hein, et tant mieux pour elle, hein, si ça lui plaît. Et Dakota Johnson, elle, c'est tout le contraire. À certains moments, elle déteste ce qu'elle fait. Bon, déjà, je vais pas détailler en détail son rôle dans la fin de The Office, hein, qu'il a très très mal vécu d'après ses dires. Je vais même pas parler de son rôle principal dans 50 nuances de Grey. Juste 50 nuances de Grey, hein, tout simplement, hein, on va en parler plus loin. Et maintenant, elle a joué dans ce qui est considéré le pire film du SSU.
Comment vous appelez cet univers? Parce qu'on me dit le Sony Spider Universe, le Spider Universe, mais comme il y a déjà un Spider Universe avec le Spider-Verse, hein, tout simplement, du coup, comment est-ce qu'on l'appelle, hein? Donnez-moi une explication, les gars. Est-ce que je dois l'appeler le Sonyverse ou le Cacaverse, hein, pour faire plus simple, hein, on va éviter de se faire chier. Mais vous voulez savoir ce qui est plus marrant quand même avec ça? C'est que j'ai réussi à prévoir que c'était de la merde dans cette vidéo qui est sortie en 2023. Soit près de, allez, 7 à 8 mois avant sa sortie, hein, quasiment. Donc si vous voulez, je vous mets l'extrait en détail, histoire que vous puissiez voir mon avis à l'avance. Un film de Marvel Studios est en préparation, il s'incrustera dans le MCU, et il s'appelle Madame Web. En d'autres termes. Mais je peux totalement comprendre pourquoi est-ce que ce film est détesté. Il y a tellement de trucs cons que tout le monde en a déjà parlé dans ce film. Je veux dire, à savoir, bon, le méchant principal qui se met à chasser un train alors qu'il l'avait à chasser juste 3 gamines. Donc pourquoi est-ce qu'il s'acharne contre une meuf qui n'a pratiquement rien demandé en fait. Ou alors le mec qui a une vision de 3 meufs qui veulent le tuer mais dans le futur. Du coup il se dit que ce serait bien de les tuer à l'avance. Alors que je sais pas, t'aurais très bien pu te préparer à l'avance, hein, plutôt que en les attendant, plutôt que d'aller directement les voir et d'aller les tuer direct, hein. Peut-être que ça t'aurait aiguillé sur certains choix à ne pas faire. Mais néanmoins, vous voulez que je vous dise, je vais dire un truc qui va sûrement me détruire ma carrière et peut-être me faire dire que personne devrait s'abonner à ma chaîne, ce qui fait que du coup j'atteindrai jamais mes 300 abonnés sur ma chaîne YouTube, ni avant ni même plus tard quoi, hein, tout simplement. Mais j'aime bien Madame Web. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Alors oui, je suis d'accord avec vous. Scénaristiquement, c'est hyper mal écrit, c'est même très mal joué de la part de certains acteurs, surtout certaines actrices en tout cas. Je pense notamment à ce trio, mais heureusement que Dakota Johnson relève un minimum le niveau. Mais en fait, le truc c'est que j'aime ce film, j'aime le détester, j'aime dire que ça pue la merde, et je suis sûr que vous aussi vous aimez dire que ça pue la merde en fait. Et puis surtout, il y a un détail quand même à prendre en compte. Niveau esthétique, dans les visions de Dakota Johnson par exemple dans ce film, et je trouve ça artistiquement très beau, c'est très stylé, c'est très bien fait, et tout ce qui manque par exemple au MCU en ce moment, à savoir un style. Regardez le dernier Marvel par exemple qui va sortir l'année prochaine, vous vous rendez compte à quel point c'est moche? Et là, pour une fois qu'on a à faire un truc beau de la part de Marvel et Sony, encore un studio qui sait comment est-ce qu'il faut doser son animation après la Paramount avec leur film Sonic. En fait, pour moi, Madame Web, c'est littéralement le Batman et Robin de la nouvelle génération. À savoir le gros nanar super-héroïque qu'on déteste tellement, mais qu'on a envie d'adorer parce qu'on sait que ça pue la merde. Je vous assure les gars, un jour vous devriez vous réunir avec vos potes, regarder ce film et d'hack absolument tout ce qui va pas dans ce film tellement ça pue la merde. Pour moi, Madame Web, dans le futur, ce sera vraiment considéré comme un nanar. Et si vous ne croyez vraiment pas, on en parlera dans le futur. Si ça se trouve, peut-être que l'année prochaine, il y aura une personne qui va se lever, dire, en fait, c'est plus que de la merde, c'est carrément un nanar. Et si ça se trouve, il y a tout le monde qui va suivre le mouvement derrière. Et voilà les gars, si vous savez pas du tout quoi faire du nouvel an, ou que vous ne savez absolument pas quel genre de film vous devriez regarder ensemble, franchement les gars, éclatez-vous à regarder Madame Web et à dahak de chaque situation dans ce film. Vous allez voir à quel point vous allez passer un bon moment et vous viendrez me remercier pour ça et vous rabonner à ma chaîne YouTube pour faire monter ma grappe des abonnés jusqu'à 300. Ouais, comme les Spartiates quoi. Du coup, c'est quoi votre métier les gars? Ah, je le savais. Moi aussi j'aime bien le Aou. À l'inverse du film suivant, où là c'est une catastrophe. Vraiment, je vais même pas m'attarder dessus. En fait, c'est le film dont on va le passer le plus vite de toute la liste en fait. Chien et chat est nul. Voilà, je vais pas détailler plus que ça, puisque déjà j'en ai fait tout un après-film et j'avais encore pas grand chose à dire. Mais se dire que les mecs ils ont pris 7 ans pour faire une mocheté pareille, moi je trouve que soit c'est du foutage de gueule, ou soit c'est du foutage de merde dans la gueule, littéralement. À la différence de Madame Web qui était tellement nul que ça devenait divertissant de le regarder, Chien et chat c'est tellement nul que ça donne même pas envie d'aller le regarder. On préférera même carrément l'oublier. Combien de vos parents sont allés voir ce film avec vous les enfants et ont dit que c'était de la merde, et combien est-ce que vous avez envie d'aller revoir ou voir ce film? C'est bien ce que je pensais. Bon on passe au suivant. Bon,
Là, dites-vous un truc, les gars. Depuis le début de la vidéo, on a fait que s'échauffer, on s'est bien mis en place. C'est bon, on va plus de hack à partir de maintenant. Là, on va vraiment passer aux choses sérieuses et vraiment tirer à balles réelles, histoire que là, on n'est plus jamais à entendre parler de ces films, pour la plupart d'entre eux. Le 2.0e film de tout l'univers de Alien, à savoir Alien Romulus, est arrivé sur nos écrans. Et il a fait plutôt parler de lui, mais pas pour les bonnes raisons, ni même pour les mauvaises en même temps. Je m'explique. La saga Alien est un gros monument du cinéma. C'est l'une des plus grandes sagas de toute l'histoire du cinéma, au point qu'elle est presque née en même temps que Star Wars, et c'est drôle de se rappeler de ce genre de choses, et qu'il a été réalisé par l'époque un très grand visionnaire du nom de Ridley Scott, qui aujourd'hui... Après, j'avoue, j'ai pas vu Gladiator 2, du coup, je peux pas savoir. Et forcément, Alien Romulus était plus ou moins attendu au tournant pour savoir exactement si ce film allait être bon. Déjà parce que c'est le premier film Alien sorti sous licence Disney. Du coup, on pouvait avoir qu'un aperçu de savoir ce qu'ils allaient faire avec. Et à l'image de Star Wars, de Marvel, ou voire même de toutes les licences qu'ils ont pris aujourd'hui et qui les rendent comme les plus puissants de Hollywood, et bah... ça pue la merde et c'est que de la nostalgie à gogo plus que d'être un vrai film à la base. Bon, déjà il y a des gens qui veulent défendre ce film sous prétexte que ouah, mais t'as vu, il reprend plein d'éléments connus de Alien, ah c'est incroyable. Ouais, mais s'il reprend les mêmes éléments que Alien, bah ça veut juste dire que c'est totalement indicatif de la chose. Le gars n'a rien à proposer. Tout simplement. Là où Ridley Scott, par exemple, dans Prometheus et Alien Covenant, il avait au moins un style qui se démarquait des autres films aliens, ce qui leur donnait une identité propre à chacun, et bah là, dans Alien Romulus, mais... Alhamdoulilah, tout simplement. Et le pire, c'est qu'il y a des fois, il essaie d'être un minimum original. Il y a une course-poursuite, par exemple, avec plein de facehuggers, ça c'est original. Il y a aussi, un moment où nos héros, ils sont en apesanteur et ils sont obligés de vesquer du sang d'alien, parce que le sang d'alien, c'est acide, forcément. Et ça, tu vois, j'ai trouvé ça original. Mais après ça, c'est marathon best-of menu Marvel, non, Alien à toutes les sauces, à savoir des plans repris de Alien 2, du 3, même du 1, à certains moments. Je vais pas vous faire la liste entière parce que je pense que toutes et tous l'ont fait en commentaire, ou voire même sur Twitter, voire même sur tous les sites. Mais en tout cas, une chose est sûre, Alien Romulus n'a rien de nouveau et d'intéressant à proposer si ce n'est, allez, 2-3 idées de mise en scène. Mais c'est que 2-3 idées de mise en scène qui durent 20 minutes au total, et je prends les quelques scènes au total, sur quoi 1h20, 2h30 de film, hein, si je me réfère à la durée du film, hein, quasiment, ce qui représente quasiment, allez, 20-25% d'originalité sur les 80-75% de... déjà vu. Mais bon, vous allez me dire, son niveau de médiocrité, il aurait très bien pu être comblé par des personnages intéressants. Et les personnages ne sont ni intéressants, ni des véritables personnages. Ce sont de simples statues de cire, exploitées comme ça, comme par hasard, et qui se retrouvent au milieu de cette situation-là, comme si on était dans un film d'horreur. Or, je veux bien que Alien, ce soit un film d'horreur, mais à la base, un film d'horreur, ça a ses propres codes, tout comme les films de SF a ses propres codes. Et ça, le tout premier Alien de Ridley Scott l'a parfaitement compris. Là où eux, que ce soit Disney, la 20th Century Fox et les scénaristes qui ont bossé sur ce film, ne l'ont pas du tout compris. Ils se sont juste contentés de prendre un élément de SF et le mettre de côté, soit au début du film, et prendre l'élément d'horreur et le mettre à 75% du reste du film, en fait, tout simplement. Parce qu'on a que les films, que les clichés des films d'horreur que l'on voit depuis... allez, 20-25 ans si je ne m'abuse, à savoir des héros jeunes qui se retrouvent dans un milieu hanté et dévasté, dans lequel ils vont trouver des monstres qui voudront les bouffer ou les tuer pour la plupart. Certains sont très peu développés et sont même très cons, comme dans la majorité des films d'horreur. Bref, à ce niveau-là, il n'y a rien d'original, rien d'intéressant, voire même les deux. Par ailleurs, j'ai vu aussi beaucoup de critiques qui comparaient ce film à Star Wars 7 comme si c'était le Star Wars 7 de cette saga. Et moi, si je devais lui faire une comparaison bien distincte, ce serait que je comparerais littéralement à un Pirates des Caraïbes 5. À savoir, un film qui fait que reprendre ce que ses aînés ont fait, quitte à ce que ce soit plus mauvais et plus kitsch que les opus précédents. Voilà, désolé les gars, ce n'est que mon avis, mais ça, on aura largement le temps de le développer le jour où en été 2025, je sortirai la chute de la saga Alien et vous montrerai à quel point Alien Romulus... n'est un film qui ne mérite pas d'avoir autant de critiques positives qu'on ne le croit. Parce que si vous vous reposez uniquement sur le fait que ce film est issu de la saga Alien, essayez de l'isoler de la saga Alien et regardez ce que ça donne. Et vous comprendrez très exactement ce que je pense de ce film. Welcome to my world.
Je ne comprends juste pas comment est-ce qu'on est passé d'une saga, je dirais même d'un univers cinématographique prometteur avec énormément de potentiel, à un déferlement nanardesque qui ne mérite même pas d'être acclamé comme des nanars, mais comme des grosses merdes. Godzilla X Kong New Empire, c'est juste le blockbuster pété de thunes popcorn qui détruit des immeubles et des bâtiments qui m'a le plus déprimé de l'année. Sans conteste de loin, au point que quand j'ai posté mon post de Godzilla X Kong New Empire dans l'onglet communauté, il y a un gars qui m'a fait de la force. J'étais dépité à ce point-là, en effet. Et le pire dans tout ça, c'est que j'y croyais. Je veux dire, le tout premier Godzilla, bon, j'en ai fait toute une vidéo dans cette vidéo, mais une chose est sûre, le premier Godzilla était pas parfait, mais bon, ça va, il y avait un style, il y avait un truc, tu vois. Kong Skull Island, beaucoup de gens s'accordent pour dire que c'est le meilleur film du Monsterverse, et de jour en jour, je commence à être d'accord avec eux. Godzilla versus King Ghidorah, ou Godzilla Roi des Monstres, je sais même plus comment il s'appelle, mais bref, c'est pas grave. Pas été au minimum sympa, mais était nul quand même, hein, malgré tout. Et après, on a eu Godzilla versus Kong, qui au final était une sacrée grosse merde. Donc, je pouvais au moins en général en attendre de savoir ce qu'ils allaient proposer avec cet univers. Quelque chose d'intéressant, d'impactant, de sympa. Et au final, on a eu un bon gros nanar burger, sauce cornichon, supplément, sauce algérienne, barbecue, burger, machin, tout mélangé et comprimé dans d'une seule assiette. Et ils nous l'ont servi sur un plateau d'argent en pensant qu'on allait tous kiffer. Le Monsterverse, c'est l'équivalent de Quick. Ça intéresse plus personne maintenant. Ce film, c'était juste un prétexte pour faire péter tous les décors possibles. Rajouter des couleurs de partout, jusqu'à ce que ça en devienne au taquet moche. Mettre un antagoniste au hasard, genre une espèce de singe orang-outan bizarre, qui rugit et qui, est comme ça, quoi, voilà. Puis ensuite, bon, Kong qui, à ta compagnie, un petit Kong enfant, ce qui du coup fait que Godzilla est carrément mis de côté. Et les gars, ils vont nous faire passer ça comme un chef-d'œuvre en disant que, alors oui, on s'est un petit peu inspiré du Super Saiyajin rosé de Goku dans Dragon Ball Super pour donner une forme à ce nouveau Godzilla. Sympa de lui donner une transformation en tout cas, mais je vois pas du tout à quoi ça sert dans le scénario, parce que je vais vous faire un petit scoop, mais donner une nouvelle forme à Godzilla ne sert absolument à rien, puisque Godzilla il a combien de formes au total? En fait, ce film c'est un petit peu à l'image de Dragon Ball Super, de la surenchère de transformation pour Godzilla, tout comme de la surenchère de transformation dans l'univers de Dragon Ball. Et au bout d'un moment, que ça fasse boum boum à cause d'une transformation, on commence sérieusement à en avoir assez. Je sais que Godzilla, à la base, c'est japonais, mais si c'est pour rendre ça à ce point-là japonais, non. Juste non. Il y a des Deus Ex Machina de partout, il y a les humains qui s'incrustent dans l'histoire et ils servent strictement à rien. D'ailleurs, ah non, c'est pas Millie Bobby Brown. Ah merde, j'ai cru que c'était Millie Bobby Brown. Donc du coup, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, comme quoi Millie Bobby Brown a fait pire film cette année, non, Damsel, ça reste son pire film de sa carrière, même encore maintenant, parce que Godzilla King of the Monsters reste quand même supérieur. Les gars, ce film, il m'a tellement déprimé que ça fait depuis 5 minutes que je suis assis comme ça à réfléchir à ce que je dois dire de ce film. Mais ce film, c'est tellement de la bouillie visuelle, tellement des monstres qui aiment se battre entre eux, tellement des trucs dans lesquels il se passe tout et rien, tellement des personnages inutiles et incomplexes qui sont là dans l'histoire, et tellement le cliché du Kahlouche qui est le comic relief de l'histoire, et tellement d'autres choses derrière à côté, que ça me fatigue rien que d'en parler. Les gars, on est arrivé au moment le plus terrible de tout le flop de l'année. Je sais pas si je vais tenir le coup, je sais pas les gars, je sais pas, ma vie est nulle frère, ma vie est nulle. Et encore, j'aurais pu Fada, dites-vous que j'aurais pu mettre Venom 3 avec lui en ex-aequo. Mais déjà que j'avais la flemme de le voir et surtout pas le temps parce que j'ai un top et flop à faire de la fin de l'année. Mais surtout, là je suis en train de vous poser la question les gars, c'est quoi le film suivant? Attends, est-ce que c'est ma brosse à dents? Je vous assure que ce film m'a mis dans une ambiance pas possible.
Vous n'avez sûrement jamais entendu parler de celui que l'on appelle Woody Woodpecker. Eh bien, c'est très simple. C'était un vieux cartoon de dessin animé qui faisait rire les gens à l'époque, un petit peu à l'image des Looney Tunes, sauf que en vrai, je sais même pas si c'est ma génération ou d'autres, mais vas-y, à ce stade, on va faire comme si. Et Netflix, comme ces derniers, ils ont la main facile pour faire n'importe quelle merde qui leur saute à la main, eh ben, ils ont vu qu'ils pouvaient faire un remake en live action de Woody Woodpecker. Et les mecs se sont dit que ce serait une bonne idée de devoir le faire. Or, ce film, c'est littéralement pire que Godzilla X Kong New Empire. Parce que là où ce film, c'est un gros blockbuster pété de thunes qui fait tout péter, et qui, vraiment veut trop en faire, et à l'inverse, Woody Woodpecker, Alerte en colo, ne veulent absolument rien faire. C'est-à-dire tellement rien que l'histoire du film, c'est aussi simple que ça. C'est l'histoire de deux colonies qui sont en guerre parce que ils se sont divisés. C'est tellement banal comme scénario, c'est tellement ordinaire, c'est tellement vu et revu que t'as littéralement aucune émotion à ressentir. Pareil, les messages pour les enfants et tout, parce que oui, Woody Woodpecker, j'ai oublié de vous préciser, c'est un film pour enfants. Mais le message c'est, quand tu te sens perdu, n'abandonne pas, parce que tu vas devenir plus fort. Ouais. Et le pire, c'est que le film, il fait des fois des faux semblants, en mode, hey, regarde, t'as vu, au bout d'un moment, ça va être bien, ça va être génial. Et après ça, tu vois la scène en question, et tu te rends compte de à quel point il s'est rien passé, que c'est juste plus banalisant. Je pense par exemple au gars nerd qui est gamer et qui aime jouer aux jeux vidéo. Au bout d'un moment, tu vois le gars, il analyse la scène comme si c'était un jeu vidéo ou quoi que ce soit. Et là, tu te dis, ah, ça c'est une bonne idée de mise en scène. Ah, ça y est, là ça va être intéressant. Et quand tu vois la scène en question, en fait, c'était juste du vent. J'aime bien me prendre des vents dans la vie, mais... Ah, ça... T'as vu, c'était bien vu celle-là. Vous avez... Non mais désolé les gars, j'en peux plus frère, ça me fatigue. Pourquoi j'ai des fous rires comme ça? Pourquoi je rigole? Vous avez... J'arrive pas frère, j'arrive pas. Mais ouais, mais je pense que vous avez sûrement remarqué un truc à propos de ce film. Mais oui, ce film, il parle de tout. Sauf de Woody Woodpecker en personne. Génial. Non, le rapport avec Woody Woodpecker, il est pas là. Woody Woodpecker, il est là que pour faire de la figuration. Mais déjà que sa figuration, elle est dégueulasse et moche, avec des images de synthèse aussi dégueulasses que ça. Surtout avec son méchant qui est un vautour, je sais pas trop quoi. Ça fait trop longtemps que j'ai plus Woody Woodpecker, les gars, au bout d'un moment, me demandez pas. En fait, c'est simple, tu pourrais réécrire l'histoire sans Woody Woodpecker. Ça changerait rien. Ça ferait un très bon film qui passerait sur Gulli. Mais si je l'ai mis en top 3 de l'année, comme les pires films de l'année, c'est pour la simple et bonne raison que, déjà, ils ont mis Woody Woodpecker dans le film. Et puis surtout, je dis bien, surtout, ce film était là que pour capitaliser sur Woody Woodpecker. À part ça, c'est un film qui transpire tellement la banalité que ça me déprime. Ça me déprime à ce point-là. J'ai plus d'énergie, les gars. J'ai plus d'humour, j'ai plus d'envie, j'ai plus quoi que ce soit. T'as dit quoi, Saouda? J'ai dit pleure. Pleure, ça te fait bien. Bon, c'est quoi la suite? Let's fucking go! Let's fucking go. Oh putain, non. Alors là, ça va chier. Deadpool 3 et Wolverine, a.k.a. la fraude de l'année. Oui, aussi plus fraudard que Norman qui se permet de revenir après 2 ans d'absence sans qu'il puisse dire quoi que ce soit à part le fait qu'il n'a rien fait dans cette histoire et qu'il est innocent.
Aussi frauduleux que Elizabeth Borne, qui est ministère de l'éducation, et alors que elle-même a dit qu'elle n'y connaît absolument rien en éducation nationale. Aussi frauduleux que le dernier album de Black M, mais surtout aussi frauduleux que la fin de The Walking Dead. La série principale, je parle. Mais là, je veux exactement savoir comment, je dis bien, comment est-ce que des fans aussi ardus que vous dans le monde de Marvel pouvaient laisser ce film-là se faire. Comment est-ce que vous avez pu ne pas le boycotter, ne pas avoir engagé de campagne contre ce film, ou alors juste faire en sorte à ce qu'il n'existe pas? Non, non, que dalle! Les gens, ils ont laissé ce film exister sans qu'il n'y ait eu le moindre scandale. Bon les gars, pour vous expliquer exactement quel niveau de scandale on a eu cette année. Cette année, il y a des gens qui se sont plaints de House of Dragon sous prétexte qu'il y avait un baiser lesbien dedans. Il y a des gens qui se sont plaints de Vice Versa 2 sous prétexte qu'ils faisaient de la propagation de l'islam parce qu'ils ont vu juste une seule femme voilée dans ce film qui n'a aucune importance dans ce film et qui n'est qu'une simple figurante dans l'histoire. Il y a des gens, ils ont fait scandale sous prétexte que la dernière série Star Wars, à savoir The Acolyte, a été annulée par Disney, mais personne, je dis bien personne, n'a essayé, voire même voulu dire à Disney stop, ou voire même essayer de boycotter Disney, ou d'aller littéralement les voir en personne pour leur dire de laisser Wolverine reposer en paix et de le laisser enterrer. Parce que tout ce qu'ont fait Disney, c'est de prendre le cadavre de Wolverine, le ressusciter ensuite juste après, pour ensuite le mettre dans un film Deadpool et le faire intégrer dans le MCU pour faire plaisir aux fans. À savoir que la partie des fans qui n'ont pas lâché l'univers Marvel soit, allez, seulement 10% de l'audience Marvel de base, hein, si je me réfère à mes chiffres. Déjà, dès que j'ai vu la scène d'intro, à savoir la scène du générique, je savais que les gars, ils voulaient nous bafouer, ils voulaient nous manquer de respect dès le début. Deadpool, il s'est déguisé en un agent de Disney, il est allé déterrer le cadavre de Wolverine, et il nous a dit, avec le générique, que « Ah, vous avez adoré Logan? Vous avez surkiffé Logan ?» Et bah tenez, Deadpool il déterre le cadavre de ce dernier rien que pour vous faire plaisir et ainsi le ramener au MCU pour faire plaisir à tout le monde. Ah, est-ce qu'il a fait James Mangold avec Logan? Ah non, on s'en bat les couilles en fait. Nous, ce qu'on veut c'est mettre Wolverine au MCU en fait, parce que c'est ça ce qu'ils voulaient les fans, voir Wolverine au MCU. Or, vous allez me dire, oui, ils ont ramené Wolverine. Il y a juste un petit problème. C'est le même acteur, à savoir Hugh Jackman. Le gars qui a joué Wolverine pendant plus de 20 ans. Enfin 17 ans du coup. Vous auriez pu, je sais pas moi, un truc simple. Changer d'acteur? Non, c'est pas possible. Surtout qu'en plus, les gars nous font un bon gros fuck sa mère parce que ils nous ont quand même mis Henry Cavill en Wolverine. Ouais, carrément, ils ont mis Henry Cavill en Wolverine. Mais pourquoi est-ce que vous le mettez pas en Wolverine? Putain, vous êtes con quoi? Ou sinon, il y a qui d'autre qui aurait pu jouer Wolverine? Bah je sais pas moi, le personnage qui jouait Hughes justement dans la série The Boys, lui il a le charisme pour, il a la carrure même pour ça. Surtout qu'en plus, The Boys est sur le point de se terminer. Je pense qu'à ce dernier, ça pourrait lui faire plaisir de enfin reprendre le rôle de Wolverine. Enfin prendre du coup le rôle de Wolverine et de pouvoir aiguiser ses propres griffes à sa place. Et vous voulez savoir c'est quoi l'excuse de Hugh Jackman de revenir? Et ben j'avais posté ça sur Insta le jour de la sortie du film. Enfin en story Insta du coup, et je pense que vous l'avez toutes et tous vu. Mais au cas où, rien que pour vous, allez, je vous diffuse sa petite interview, rien que pour vous. J'étais à environ 1 heure de route, et cette question m'est venue à l'esprit. Est-ce que je veux le faire? Et dès que je me suis posé la question, j'ai voulu faire Deadpool et Wolverine. Je le savais, juste. J'ai continué à conduire pendant 1 autre heure, je ne pouvais pas arrêter d'y penser. Et je suis sorti de la voiture, j'ai appelé Ryan, et j'ai dit « Ryan, tu veux de moi? Je suis partant. » Vous en pensez ce que vous voulez. Moi perso j'ai déjà mon propre avis et je vais pas vous le développer plus que ça. Et en plus, bon, c'est pas les seuls fucks que l'on nous fait tout au long du film. Bon déjà, on te met Chris Evans, mais pas en Captain America. Non. Vu qu'on a la 20th Century Fox et qu'ils ont toutes les licences Marvel à nous, eh ben on va justement le foutre en torche humaine des 4 Fantastiques des 2000. Oui, parce que les gens ils aiment ce 4 Fantastiques là. C'est leur 4 Fantastiques préféré, j'en suis sûr. Et en plus, on va faire mieux que ça. On va le tuer carrément. On va carrément le dépuceler. Non mais c'est-à-dire on va lui enlever la peau, on va pas le baiser carrément, parce que sinon ce serait un petit peu malsain quand même. Je veux dire, on est chez Disney. Disney c'est des trucs qu'on propose aux enfants. Je veux dire en plus, ça c'est suffisamment sanglant pour les enfants, je suis sûr qu'ils adorent ça. Mais ensuite on va faire mieux, on va carrément faire venir Elektra. Personne ne sait qui c'est Elektra. Bah tout le monde s'en bat les couilles de savoir qui c'est. Ce qui compte c'est qu'on a Elektra. Ah et on a aussi Blade, tiens, parce que ouais c'est important que Blade soit aussi dans l'histoire. Ouais à la base c'est un vampire, mais les vampires c'est connu, ça résiste au soleil, donc on s'en fout de savoir si...
Après j'ai pas vu la trilogie Blade, hein, du coup je peux pas savoir. Mais attendez, on va faire mieux. On va même carrément mettre une référence qui parle à tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on fait pas revenir carrément Laura qui était dans Logan aussi? Ouais, Laura, vous savez, le meilleur personnage de toute la saga Logan, voire même de toute la saga X-Men en général. Et ben on l'a fait venir, en plus de ça, avec le même thème au piano que James Mangold avait mis dans son film. Vous vous rappelez? Et ben là, mais elle est juste là, elle a fait un caméo. Et Daphne Keane nous a prouvé qu'elle a extrêmement bien grandi. Sinon, Daphne Keane, t'avais pas d'autres films dans lesquels tu pouvais jouer? Parce que je me souviens qu'en plus, il y a très longtemps, Red, il avait fait une vidéo sur l'histoire d'un gardien qui parlait justement de Logan. Et c'était une super vidéo qui rendait le film plus puissant qu'à son origine. Mais là, maintenant que Deadpool et Wolverine est sorti, et que ce dernier, en plus de ça, se permet de l'acclamer et de dire que c'est l'un des meilleurs films du MCU à ce qui paraît. C'était sympa. Sans plus. Je pense pas que les gens vont se rappeler de ce film, honnêtement. Ça va faire comme No Way Home. Au début, tout le monde va être trop content, trop bien. Dans quelques jours, quelques semaines, on va se dire, bah oui, c'était sympa, sans plus, comme No Way Home. Est-ce que c'est mieux que No Way Home? Ouais, je dirais. Est-ce que c'est moins bien que Doctor Strange 2? Aussi. Et bah putain, ça me rend malade mental, mais vous ignorez même pas à quel point. Parce que ouais, mesdames et messieurs, j'ai oublié de vous dire, ces trois personnages-là, on les a introduits, mais ils ne servent strictement à rien. Bah oui, ce serait complètement con s'ils servaient à quelque chose. Du coup non, on va les faire tuer au bout d'un moment dans le climax du film, et on va dire tout quoi, tout le monde, et bonne journée. Ah, ça vous suffit pas? Ah, mais si vous vous en voulez encore, mais pas de souci. On va mettre 40 000 et un Deadpool que tous les fans des comics adorent, parce que tout le monde a connu les comics, tout le monde a lu les comics Deadpool. Et bah voilà, on vous en sert tellement qu'on va même foutre une tête de crâne des années 2000 devant vos yeux pour vous montrer à quel point les effets spéciaux des années 2000 étaient moches à l'époque. Parce que ouais, on s'est pas permis de retoucher les effets spéciaux, je veux dire après tout, on respecte pas nos studios d'effets spéciaux, pourquoi est-ce qu'on le ferait maintenant? Quoi, ça apporte rien à l'intrigue? Ah mais on s'en fout que ça apporte quoi que ce soit à l'intrigue. Je veux dire, pourquoi est-ce que chez Disney on se consacre à l'intrigue? Non, ce qui importe chez Disney Marvel, eh ben c'est le divertissement, à savoir faire plaisir aux fans. Du coup on leur donne absolument tout ce qu'ils veulent. Et on va aussi faire un climax final aux F que tous les gens de toute façon vont acclamer sur Twitter, en faisant tenir Deadpool et Wolverine dans la main, et qui vont avoir un orgasme cosmique en essayant de détruire l'antagoniste principal qui de toute façon a été nul à chier. Et ben voilà, ça va en faire un bon film que les gens ils vont adorer. Mais bon, les gens qui acclament ce film ne sont qu'une masse informe qui donne l'impression d'être un peu partout. Mais en fait ils sont très peu nombreux et donnent l'impression d'être partout. Ce sont juste eux qui gueulent plus fort que les autres, qui se permettent de dire que c'est incroyable. Mais Dieu merci, heureusement que ce film a été un énorme flop à sa sortie. Parce que sinon, vous imaginez s'il aurait été un gros succès là de l'année? Peut-être même le plus gros succès de l'année? Non, pas possible les gars, faut éviter de rire. Oh! Quoi? C'est pas possible ça! Non, parce que les gars, il faut que je vous fasse une petite récapitulation. Transformers One à côté. Oui, franchement, c'est pas mal Origin Story autour d'Optimus et Megatron. Du coup, on va les donner, allez, à peu près 100 millions au box-office mondial. Je pense que ça lui paraît raisonnable. Ensuite, bon, Dune 2, oui, c'est vrai que c'est pas mal, mais bon, on va pas lui donner plus que ça. 700 millions de dollars, ça me paraît largement raisonnable et acceptable. Après tout, je veux dire, c'est un très bon film, hein, on va pas se vanter non plus. The Wild Robot, ah oui, c'est un super film, ça, sur l'écologie. Du coup, vas-y, on va lui donner 300 à 400 millions de dollars au box-office mondial. Et encore, son box-office n'est pas encore complet, mais bon, je pense que ça me paraît un score suffisamment raisonnable. Mais Deadpool et Wolverine, vous êtes prêts à lui faire grimper jusqu'au milliard de dollars au box-office mondial? Non mais vous êtes complètement fous. Non mais vous imaginez quel genre d'autres films sont en train de manger le fond du box-office pendant que lui il est au sommet? D'ailleurs, il y a quoi qui est au fond du box-office pendant que lui il est grasse tout sans problème? Mais je vais venir et je vais vous éclater un par un, les gars, c'est pas possible! Eh les gars, après, vous vantez pas, hein. C'est pas parce qu'un film il est rentable au box-office que ça voudra forcément dire que c'est un bon film, hein. Il suffit juste de voir le dernier opus de Twilight, lui aussi il a tapé le milliard de dollars au box-office mondial. Et pourtant, ça n'empêche pas ce film d'être une grosse merde malgré tout. Donc croyez pas que ce film, il va avoir plus de notoriété que ça. Ce sera juste un film que l'on oubliera de sitôt, aussi vite que Caris a été oublié au cinéma. Donc croyez-moi que personne ne va retenir ce... Ramenez-vous
je vous termine. Oscar des meilleurs effets spéciaux, alors que Dune 2 et Kingdom of the Planet of the Apes sont sortis. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous croyez vraiment que ce crâne tout chelou il va gagner l'Oscar du meilleur son? Mais il y a quoi comme son hein? C'est quoi? Il fallait mettre en Oscar des meilleures musiques. Et encore vos musiques. Bon, il y a juste la musique de l'intro qui sauve un peu le rythme. Niveau son, les gars, il y a quoi comme son de marquant dans Deadpool et Wolverine? Il y a quoi comme ça en design? Il y a rien. Marvel s'est même réputé pour presque ne pas avoir d'effet sonore ou quoi que ce soit. Si ce n'est peut-être Mjolnir et encore je suis gentil. Déjà que Black Panther, je trouvais ça abusé le nombre d'Oscars qu'on lui avait attribué. Mais alors Deadpool et Wolverine, lui, c'est 10 fois pire. Surtout au vu de ce qu'il a proposé à ses propres fans. Je veux dire... à ces gens, c'est à celles et ceux qui ont adoré ce film, notamment James Mangold. Putain, je parle du film Logan, je parle pas de ce film-là, quand même, il est merde. C'est bon Marvel, vous avez perdu tout le respect que j'ai pour vous, là c'est terminé. Faites chuter votre univers cinématographique comme ce sera prévu pour 2025, mais je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Inch'Allah que votre univers cinématographique se plante comme pas possible avec les prochains Avengers. Inch'Allah que tous les films que vous sortirez après ça seront tellement merdiques que plus personne ne voudra y jeter un coup d'œil. Et Inch'Allah que les fans les plus hystériques se réveillent un jour et se rendent compte à quel point votre univers cinématographique part en couille et à quel point vous avez proposé de la merde ces dernières années. Et les gens se réveillent et s'en rendent suffisamment compte rien qu'avec Spider-Man No Way Home. Donc croyez-moi qu'avec Deadpool et Wolverine, le jour où il va y avoir des retournements de veste, lorsque ça va arriver, vous serez absolument pas prêts. Et moi, je jubilerai d'impatience de voir ce genre de choses parce que j'aurai assisté à ce massacre. Et croyez-moi que j'en profiterai ce jour-là pour bien vous taper sur la tronche pour tout ce que vous avez fait durant ces dernières années. Vous allez me dire, qu'est-ce qui peut être pire que un film qui pue la banalité au point de ne rien proposer en utilisant en plus de ça une mascotte connue, ou voire même pire qu'un film qui trahit son spectateur au point que les gens préfèrent l'acclamer plutôt que de le critiquer pour ça? Eh ben c'est simple, un film tellement mauvais que il va jusqu'à être responsable de la destruction de tout l'écosystème du monde. C'est fini. Sous la scène, pour moi, est non seulement le pire film de l'année, mais surtout, c'est un film qui avait du potentiel. Ça, je peux pas nier. Mais, avec ce qu'il va contribuer à faire dans l'avenir, même si je peux paraître pessimiste dit comme ça, c'est juste dégradant. C'est même presque insultant, voire même alarmant d'avoir à en parler immédiatement ici. Bon, déjà, ce film contredit un principe de Netflix, le fait que Netflix est pro-LGBT. Et ça, tu vois, j'en ai rien à foutre personnellement. Ils ont envie d'être pro-LGBT s'ils veulent, ça c'est pas mon problème. Mais par contre, en revanche, à partir du moment où tu produis un film, où tu dis que une meuf dans ton histoire est lesbienne et que cette même lesbienne se fait bouffer comme une grosse com par un requin, et là perso, c'est non. Et encore, si tu n'aurais pas proclamé le fait d'être pro-LGBT ou quoi que ce soit, en soi on n'aurait rien dit, ça aurait été un choix scénaristique comme un autre. Mais quand tu fais ce genre de choix scénaristique, alors que tu dis toi-même que tes films et séries sont pro-LGBT, mais que malgré tout, t'as sous la scène, à savoir cet extrait qui montre que cette meuf est lesbienne, pour qu'ensuite elle se fasse bouffer, non. Voilà, juste non, c'est même non seulement contradictoire, mais c'est même presque homophobe en lui-même. Ensuite, quand tu permets de faire une campagne marketing qui te fait dire que ce film est pro-requin et qu'il est écolo au point de vouloir nous faire dire qu'il faut à tout prix protéger les requins et sauver le monde de la surpêche parce que sinon on risque un déséquilibre total du monde, machin bidule ou je sais pas quoi. Bon déjà, non seulement personne ne va y croire parce que tout le monde a vu ton film, et puis surtout, deuxièmement, il n'y a pas besoin d'être un archéologue ou quoi que ce soit, ou voire même un scientifique, pour se rendre compte que ce que tu dis c'est de la merde. Parce que ton film ne fait que prouver le contraire tout au long. Et le pire dans tout ça, le pire, c'est que le film, il se permet de s'ouvrir sur une scène qui se passe au 7e continent et qui nous fait dire que il y a beaucoup de plastique qui pollue notre monde et que notre monde il est tous les jours pollué comme ça, machin bidule, nanana. Mais qu'après ça, on se permet de dire que les requins sont la plus grosse menace de ce film et qu'à côté le 7e continent, c'est rien. Ce qui importe, c'est la plus grosse menace du film, à savoir le requin. Et si tu fais dire ça rien qu'à ton introduction du film, c'est encore plus problématique. Et encore pire que ça, si tu dis que tu voulais faire ce film avec les meilleures intentions au monde, mais que malgré tout ça, t'as fait tout le contraire de ce que tu voulais faire à la base, je vais juste laisser Alan Grant terminer à ce stade. Some of the worst things imaginable.
Et encore, vous allez me dire, si c'était que ça le problème, bah on s'en serait parfaitement accommodé. Et bah là, ce n'est pas ça le problème. Déjà, scénaristiquement, c'est hyper mal écrit. Chaque personnage est un cliché de eux-mêmes. Chaque personnage, tu sais pas du tout pourquoi est-ce qu'ils font des choix comme ça, et pourtant, ils le font. Tu te demandes très exactement pourquoi. Je pense notamment à la personnage lesbienne que je vous ai cité tout à l'heure, qui se permet de protéger le requin parce que tout le monde sait qu'on va la tuer, mais qu'au final elle se permet de dire désactive la balise, etc. Mais au final l'autre meuf elle se permet de réactiver ensuite la balise, tout ça pour ensuite la repérer directement, pour qu'ensuite elle puisse convaincre tout le monde que les requins c'est une espèce à protéger. Ensuite elle vient directement envers le requin pour la protéger, etc. Tout ça pour qu'au final elle se fasse bouffer comme une grosse merde. Franchement, ça fait beaucoup rien que pour un seul personnage. Et dites-vous que la majorité d'entre eux sont toutes et tous écrits comme ça. Bon, déjà, le policier qui se permet juste d'avoir la gueule comme ça et ensuite de dire... je sais même pas, je crois qu'il est venu juste ici parce qu'il avait besoin d'un chèque, je suppose. Le personnage de Bérénice Bejo, j'en parle même pas. Et pourtant, Bérénice Bejo, c'est une très bonne actrice. On l'a très bien vu, par exemple, dans le premier OSS 117. Mais là, je sais pas du tout ce qu'elle fait là. Elle la ramasse. Par contre... il y a une scène quand même qui a sauvé, c'est la scène de après le massacre qui était dans les égouts. La scène par exemple où elle est carrément déprimée, elle est presque dépitée de savoir ce qui s'est passé, elle est presque traumatisée. Cette scène, tu vois, elle fonctionne et c'est facile, la meilleure scène du film. Mais bon, quand on est à ce point-là à creuser juste pour trouver une seule scène de valable dans ce film, c'est que vraiment ton film il pue la merde à ce point-là et c'est pas possible. Et pour finir, il faut qu'on parle du sujet principal du film, à savoir... le requin. Je veux pas rentrer dans les débats en mode c'est impossible qu'il y ait des requins qui rentrent dans la scène, etc., alors que le film lui-même vous dit que ça peut être possible. Qu'est-ce qu'il viendrait faire à Paris? Pour alors quel beluga, vous vous êtes pas posé la question, non? Mais vu que le film et même les producteurs en marketing, ils ont la flemme de nous expliquer très exactement en quoi est-ce que ce film est important pour la protection des requins et même de l'écosystème au reste du monde, et je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée que je fasse tout le boulot à leur place, histoire de vous prouver en quoi est-ce que les requins sont bien plus importants dans notre écosystème que ça, et surtout que les requins ne sont pas aussi dangereux envers l'homme que ce que vous pouvez penser. Parce que moi, je suis pas archéologue, je suis pas scientifique, je suis pas ce genre de métier ou quoi que ce soit, et pourtant j'ai été capable de faire mes recherches. Donc c'est parti, changement d'ambiance. Ah, c'est sûrement le meilleur moment de tout le long de cette vidéo. Pour ceux qui se demandent, chaque année, plus de 100 millions de requins sont tués par an. Et effectivement, ça fait beaucoup. Pour certains, ça peut avoir aucune répercussion, mais croyez-moi que les répercussions sont grandes. Parce que des mésoprédateurs, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un mésoprédateur, donnez la définition et les cadeaux, eh bien, si ces mésoprédateurs ne sont plus du tout chassés par les requins, et cela leur donne une occasion en or. Vu qu'ils peuvent plus être chassés par beaucoup de requins, du coup, ils ont beaucoup plus de champs libres, beaucoup plus de terrain pour pouvoir régner un petit peu sur les autres proies qu'il y a aux alentours. Et donc, résultat des courses, cela pourra compromettre un écosystème et une chaîne alimentaire déjà qui se portait très bien avant l'arrivée des requins, mais qui du coup, s'il n'y a plus de requins, ces mésoprédateurs pourraient tellement se répandre que cela peut avoir un impact sur leur environnement aux alentours. Et si ces mésoprédateurs se démultiplient aux alentours de la zone dans laquelle se trouvaient beaucoup de requins à l'origine, mais qui prennent petit à petit le dessus, cela peut entraîner une énorme invasion de ces monstres-là qui peuvent chasser n'importe quels autres monstres aux alentours, ce qui peut avoir une énorme incidence non seulement sur la chaîne alimentaire, mais aussi sur l'écosystème en lui-même, parce qu'ils peuvent détruire des environnements qui s'étaient très bien développés écologiquement parlant, et donc résultat des courses, je pense que vous voyez plus ou moins le résultat là devant vos yeux, si on enlevait certains animaux qui sont responsables d'un écosystème en général. Et si vous pensez pour certains et certaines que c'est bien fait pour les requins, non, détrompez-vous, dites-vous que les requins, en ce qui concerne l'homme, ils ne sont pas du tout meurtriers envers ces derniers. Pour vous donner un indice, ils n'apparaissent même pas dans le top 10 des animaux les plus meurtriers de tous. Non, le top 1 est attribué aux moustiques qui tuent, tenez-vous bien, 1 million d'êtres humains par an. Et à côté, vous avez des serpents, des crocodiles et même l'homme qui est carrément en deuxième position. Ouais les gars, les hommes ça tue des hommes, c'est cohérent. À titre de comparaison, dites-vous que les requins tuent au moins plus de 10 personnes par an. Ou tout du moins d'après les graphismes que je vous montre à l'écran. Donc voilà, toutes celles et ceux qui pensent que les requins sont des êtres ultra dangereux dont il faut se méfier tout ça, alors, d'un certain point de vue, c'est vrai, mais que les requins s'en prennent aux êtres humains, c'est extrêmement rare. 10 personnes par an, c'est très pas beaucoup. Et encore, ce n'est qu'une moyenne générale, mais quand on regarde la liste des autres animaux qui suivent derrière, par exemple, un hippopotame, ça tue 500 personnes par an, c'est déjà assez beaucoup, alors qu'un hippopotame de base, c'est herbivore, alors qu'à titre de comparaison, un chien, ça tue 25 000 personnes par an en moyenne.
Voilà, je vous conseille de vous remettre en question et de vous dire que le meilleur ami de l'homme, c'est plus meurtrier qu'un requin. Donc vous voyez les gars, ça m'a à peine pris quelques minutes pour faire 2-3 recherches, histoire de me rendre compte qu'un requin, c'est moins meurtrier qu'un être humain. C'est dingue. Et surtout me rendre compte qu'un requin, écologiquement parlant, c'est beaucoup plus important que ce que l'on peut imaginer. Et ça, j'ai réussi à vous le prouver en quelques minutes de vidéo, juste en tapant sur mon clavier d'ordinateur. Et c'est quoi leur excuse à eux de prouver que les requins sont dangereux ou pas? Et vous voulez savoir avant tout pourquoi est-ce que je déteste ce film? Eh ben c'est pour la simple et bonne raison que les gars ils avaient le potentiel de vouloir proposer un film original sur les requins. Un film qui pourrait peut-être nous faire dire que les requins ils sont pas si dangereux que ça, peut-être que les requins faudra en prendre soin. C'est ce qu'il aurait pu nous dire. Mais hélas, ils ne l'ont pas fait. Et pourquoi? Vous voulez savoir ce serait quoi mon argument à moi? C'est eux. Ouais, Netflix, eux-mêmes, tout simplement. Je veux bien croire que le réalisateur du film voulait faire un film complètement différent de ce qui a été proposé. Bien sûr, je veux bien croire aussi, au vu de la gueule des scénaristes, pour certains, qu'ils auraient pu nous pondre un très bon film. Et au vu du casting, je veux bien que certains aient voulu faire un bon film, justement. Ça aurait été sympa. Mais... vous savez à quel point Netflix, ils aiment bien mettre leurs sales pattes dans les projets des autres pour suffisamment les gâcher. Parce qu'en général, quand Netflix, ils mettent la patte sur les projets, en général, c'est pour faire de la merde. Et bah, Sous la scène, pour moi, n'a pas échappé à cette règle. Les mecs, ils voulaient faire un bon gros blockbuster comme on en voit 100 000 au travers des horizons autour du requin. Ils voulaient tout simplement juste faire un film qui puisse divertir tout le monde. Et le pire, c'est que ça a marché. Le film a rapporté, le film a littéralement été visionné à plus de 100 millions de fois au travers du monde. 100 millions, c'est énorme, surtout pour un film français, je préfère le rappeler. Donc ouais, vous vous rendez compte les gars? Vous auriez pu changer la mentalité de certaines personnes, vous auriez pu faire dire à tout le monde que les requins n'étaient pas si dangereux que ça. Et au final, à cause de Netflix, c'est le contraire qui a été fait. Moi, c'est que ma théorie. Après, si c'est eux qui peuvent me le confirmer, moi je suis preneur. Surtout que en plus, je vous ai même pas parlé de la cerise sur le gâteau, mais une suite a été prévue à cette grosse merde. Vous m'avez parfaitement entendu. Pendant que des gens laissent mourir Transformers One au box-office mondial, il y a déjà Netflix qui prépare Sous la scène 2. Les gars, il y a un problème là, il y a un problème. Bon après, perso, est-ce que ça me choque? Moi, perso... non, ça me choque presque pas, parce que au vu du succès que le film a rapporté, et surtout au vu de ce qui a été misé, et aussi de la fin presque ouverte qui a été donnée, fin pathétiquement nul à chier, au final on pouvait s'attendre qu'à absolument rien, à part le fait qu'ils allaient en faire une suite, parce que maintenant c'est le passage obligé de ce genre de film, de vouloir faire une suite à ce genre. Et je sais que certains et certaines vont venir me dire, ouais mais tu sais, c'est un téléfilm, et un téléfilm ça doit forcément se voir comme ça, sauf que... quand t'es produit par Netflix, qui ramasse quoi? Au moins 4 milliards de dollars par année, plus ou moins? Tu dois d'avoir un minimum de qualité visuelle et même de qualité tout court. Regardez Stranger Things en termes de production de design. Regardez à quel point c'est impeccable et ça pue pas le kitsch. Les gars, ils avaient un job tellement simple à réaliser qu'ils ont réussi, même ça, à le rater. Ce qui me fait presque dire que Netflix mériterait peut-être qu'on le mette de côté une bonne fois pour toutes. Et qu'on arrête aussi de regarder ces films. Parce qu'au bout d'un moment, leur film est plus la merde. Tout ce qu'ils produisent en général pue la merde. Et je dis bien en général, parce que ça se trouve, il y a des pépites et des qualités qui ressortent. Et plus le temps passe, plus Netflix devient has-been. Et ça ne fait que se voir. Et s'ils popularisent un film comme Sous la scène, qui devient encore plus banalisant par rapport au fait que les requins sont dangereux et qu'ils peuvent bouffer n'importe quel humain qui passe sous leur croc, à une période en plus où les requins entrent progressivement dans la phase de l'extinction, non seulement ça en devient alarmant, mais surtout ça devrait être beaucoup plus préoccupant que de se préoccuper d'une suite. Et c'est donc pour toutes ces raisons que Sous la scène est classé en numéro 1 des pires films de cette année, si ce n'est peut-être l'un des pires films de la décennie, de très très loin. Et vous voyez les gars, je vous avais dit que ce serait que je lui réserverais une des places les plus catastrophiques de ce film pour montrer à quel point je le hais. Bon, c'est beau pour moi les gens, j'en ai fini avec cette grosse merde, en espérant ne plus jamais entendre parler de tous ces films dont je vous ai parlé, et en espérant aussi que je puisse sortir mon top de l'année à temps, parce que au vu des
du planning serré, ça va être très compliqué. Et j'espère au moins sortir cette vidéo à temps. En tout cas, je suis sûr d'une chose, il sortira pas le 30, mais il sortira le 31, cette vidéo, hein, en tout cas de ce que vous verrez de la date. Mais nous, du coup, en attendant, et bon, on se retrouvera pour cette prochaine vidéo. C'était Red Satire, tout quoi